Bonjour à toutes et tous. Au nom du département de sciences politiques de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e séance des soirées du politique qui n'aurait pas pu se tenir sans le concours précieux de Manon Fraisse, que je remercie chaleureusement pour son aide. Comme nous l'avions indiqué lors des précédentes séances avec mes collègues du département de sciences politiques, nous avons choisi cette année, dans le cadre de la 3e édition de notre cycle de conférences, d'aborder les relations internationales au-delà des armes. Alors que les relations internationales sont le plus souvent envisagées en termes de rapports de force et de confrontation, et que l'actualité internationale se caractérise par un regain de violence armée et d'agressivité, il nous a paru intéressant de déplacer le regard pour donner à voir les relations internationales sous un angle différent. Après nous être intéressés avec Jean-Marie Collin à l'interdiction des armes nucléaires, puis avec le professeur Frédéric Ramel à la place de la bienveillance dans les relations internationales, c'est le rôle du sport dans les relations internationales que nous nous proposons d'explorer ce soir, avec en particulier une question: le sport peut-il favoriser la paix ? C'est mieux, parce que ça fait un truc. La réponse à cette question peut a priori aller de soi. N'est-ce pas dès le IXe siècle que 3 rois grecs ont institutionnalisé le principe de la trêve olympique, au terme duquel les athlètes et les spectateurs de leur cité, quasi constamment en guerre, pouvaient prendre part aux Jeux olympiques en toute sécurité ? Plus tard, Pierre de Coubertin affirme dans son Ode au sport, publié sous pseudonyme en 1912, je le cite, « Ô sport, tu es la paix. Tu établis des rapports heureux entre les peuples en les rapprochant dans le culte de la force contrôlée, organisée et maîtrise d'elle-même. Par toi, la jeunesse universelle apprend à se respecter, et ainsi la diversité des qualités nationales devient la source d'une pacifique et généreuse émulation. » Et puis, bien sûr, les exemples montrant le rôle que peut jouer le sport dans le rapprochement des peuples ne manquent pas, à l'instar des écoles de football Open Fun, lancées en Bosnie-Herzégovine en 1998, du projet Peace Players, qui depuis 2001 promeut la formation d'équipes intercommunautaires de basketball en Irlande du Nord, en Afrique du Sud ou bien à Chypre. On peut également citer l'équipe israélienne de football Ligue Voisine, qui depuis 2009 entraîne quelques 600 enfants aussi bien juifs qu'arabes, qui bénéficient parallèlement de sessions dites peer-to-peer, initialement développées pour la résolution des conflits. Cependant, bien sûr, la réalité est plus contrastée. En 1945, loin de l'enthousiasme de Pierre de Coubertin, George Orwell écrivait en marge d'une tournée de l'équipe de football soviétique au Royaume-Uni, je le cite, « À un certain niveau, le sport n'a plus rien à voir avec le fair-play. Il met en jeu la haine, la jalousie, la forfanterie, le mépris de toutes les règles et le plaisir sadique que procure le spectacle de la violence. En d'autres termes, ce n'est plus qu'une guerre sans coup de feu. » Quelques années plus tard, des affrontements opposaient les athlètes de water-polo en marge du match olympique entre les équipes de Hongrie et d'Union soviétique, donc en 1956, peu de temps après l'invasion de Budapest par l'armée rouge. Et si le cricket a pu, dans les années 80, apaiser les relations entre l'Inde et le Pakistan, les matchs entre les deux équipes apparaissent aujourd'hui comme un terrain d'affrontement politique. Bien sûr, on ne peut pas non plus aborder la question sans évoquer les interdictions qui peuvent être faites à des sportifs de prendre part à des compétitions en raison de leur nationalité. On le voit donc, le sujet n'est pas si simple qu'il y paraît. Il fait d'ailleurs l'objet de plus en plus de réflexions, de travaux de recherche. Se tient ainsi au Sénat ce lundi un colloque sur la diplomatie sportive, ce lundi après-midi. De notre côté, nous sommes heureux d'avoir à nos côtés pour traiter de la question Vincent Pasquini, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Vincent est un praticien des relations internationales. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères sur les questions d'asile politique et d'observation électorale. Puis il a été en poste pendant 14 ans aux Nations Unies, où il a travaillé sur la doctrine et le soutien aux transitions des missions politiques. De 2020 à 2024, il a été en charge de la coopération internationale pour le comité d'organisation des JO de Paris 2024. Il est actuellement consultant indépendant pour des organisations internationales et sportives et chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Il est l'auteur de plusieurs papiers sur le rôle du sport dans les relations internationales, dont notamment l'introduction au dossier Sport et relations internationales, publié dans le dernier volume de l'année des relations internationales, qui est une revue dédiée.
Vincent Pasquini est donc la personne la mieux placée pour interroger avec nous le rôle du sport dans la pacification des relations internationales. Je lui cède sans plus tarder la parole. Ou alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je peux peut-être le faire sans micro, hein? Ok, bon, ben allons-y. On va boire un peu d'eau. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là et merci beaucoup à l'Institut catholique pour votre accueil. Donc, je vais essayer de vous parler, de sport, guerre et paix sous un angle que j'espère un peu différent. L'objectif de ma présentation pour vous et ensuite de la discussion, c'est vraiment d'essayer de mettre sur la table, vous allez voir, peut-être des manières, des concepts même un peu, pas forcément utilisés dans le monde du sport, mais plutôt dans le monde des relations internationales, d'essayer de comprendre la relation entre sport et guerre, sport et paix, d'une autre manière et de susciter la discussion. Donc je vais essayer de faire des affirmations assez claires sur lesquelles j'espère vous réagirez. C'est le but. C'est un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que j'ai travaillé, comme Sophie le disait, et je retravaille maintenant dans le domaine des affaires politiques des Nations Unies, c'est-à-dire la prévention et la résolution des conflits. Donc, bien sûr, c'est un sujet que je connais assez bien. Et j'ai aussi travaillé dans le monde du sport, dans le monde des relations internationales et du sport. Et j'ai toujours trouvé que le thème de la paix, notamment, ne recevait pas du tout le traitement qu'il pourrait recevoir, étant donné l'importance du phénomène sportif. Donc c'est pour ça que le sujet, à moi, m'intéresse. Donc on ne va pas aujourd'hui discuter, enfin moi en tout cas, après vous pourrez me poser des questions, pas forcément vous parler de comment le sport est devenu un objet politique, des questions de l'apolitisme du sport, qui sont finalement, dire que le sport est politique est devenu un lieu commun, c'est pas très très intéressant de revenir là-dessus. C'est d'ailleurs reconnu par tout le monde, y compris par le CIO. La question c'est comment le sport et notamment les Jeux Olympiques sont un objet politique et comment ils sont un objet de relations internationales. Et d'entrée, il faut reconnaître que le sport reste considéré comme relativement marginal dans le monde des relations internationales et dans les relations internationales. Je lisais récemment un livre sur la diplomatie sportive qui est un peu un livre de référence, un livre anglais, qui termine en disant l'influence du sport sur les relations internationales est dans le meilleur des cas marginale. Et il faut bien quand même avoir ça en tête, que même les praticiens le mettent à la marge. Et pour ce qui est des praticiens des relations internationales et des théoriciens des relations internationales, le sport est quand même très 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 peu traité. Il est traité par Raymond Aron dans la préface ou alors l'introduction de son livre sur la guerre et la paix. On y reviendra peut-être, qui lui-même était un grand sportif, mais lui-même dit dans ses mémoires qu'il a découvert le monde de la pensée et il a trouvé que c'était plus excitant que le sport. Voilà. Et il y a cette espèce de sentiment aussi qui est, par exemple, je peux citer quelqu'un d'autre, une citation que je trouve très très intéressante, qui était de l'ambassadeur de France à l'ONU pour l'adoption de la résolution en 92 sur la Yougoslavie, qui bannissait les athlètes de l'ex-Yougoslavie, et il disait que les sanctions sportives étaient dérisoires par rapport à la gravité des enjeux. Voilà. Et il y a toujours cette idée quand même qu'on est dans un monde qui est un petit peu marginal par rapport à la gravité des enjeux. Alors, est-ce qu'on pourrait vraiment s'exprimer comme ça maintenant? Donc Raymond Aron, début des années 80, là, début des années 90. Maintenant, probablement non. L'idée que quand même, et la raison pour laquelle aussi on a cette conférence, c'est que Sophie a considéré que le sport était quand même assez important pour qu'on vienne en discuter comme un sujet de relations internationales ce soir. Et on le voit, maintenant la question des sanctions sportives, elle est présente constamment, sans revenir sur la question de la guerre en Ukraine. On l'a vu sur l'Iran récemment, avec la question de la participation de l'équipe iranienne
à la Coupe du Monde de football, c'était quand même assez frappant pour moi que ce soit même un sujet, vu la magnitude de ce qui est en train de se passer. Ça démontre l'importance du phénomène sportif qu'on ne peut plus ignorer quand les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques et la dernière Coupe du Monde de la FIFA, d'ailleurs en rivalisant sur les chiffres, revendiquent 5 milliards de personnes qui les ont suivis. Un phénomène mondial comme ça, on ne peut pas l'ignorer ou continuer de trop l'ignorer dans les relations internationales, et donc on ne pourrait plus dire ça. Maintenant, la question pour ce soir, c'est dans les relations internationales, qu'en est-il du rapport du sport aux deux sujets, j'allais dire, structurants, qui forment un peu la base, je dirais, qui sont la guerre et la paix. Moi, je pense que c'est important, notamment, d'arriver au sujet de la paix, parce qu'il est galvaudé. Parce que si on n'arrive pas à rechercher, je ne sais pas si je peux y parvenir, mais en tout cas rechercher quelque chose d'un positionnement un peu plus sophistiqué sur la question de la paix, on se retrouve avec Gianni Infantino remettant un trophée de la paix à Donald Trump au tirage au sort de la Coupe du Monde, sans vraiment qu'on comprenne de quoi ils sont en train de parler, parce qu'on a laissé un peu le terrain du sport et de la paix trop indéfini, et voilà, du coup, d'autres s'en emparent. Donc je pense qu'il faut s'en emparer. Alors, comme toute, comme toute construction, comme tout phénomène, le point de départ, et d'ailleurs la dichotomie du départ, elle vient de la base, et si on se réfère aux Jeux Olympiques, elle vient de la création des Jeux Olympiques et du contexte, du rapport à la guerre et à la paix qu'avait Pierre de Coubertin dans son idéologie et qui a guidé finalement la création des Jeux Olympiques, qui sont à la fois, et c'est pas forcément incompatible, mais bon, ça après on peut en discuter, un effort nationaliste, un effort de reconstruction de la nation française par le sport après la défaite de 70, et potentiellement ensuite de préparation à ce qui vient, et un effort internationaliste et pacifiste. Et ces notions, elles paraissent peut-être un peu contradictoires, mais maintenant, mais elles ne l'étaient pas forcément à l'époque, il me semble, parce que la grille de lecture est la grille de lecture de la bourgeoisie, ou même de l'aristocratie, qui pouvait être à la fois nationaliste et à la fois se retrouver dans le pacifisme qu'on appelait le pacifisme bourgeois, disons. Mais en tous les cas, depuis lors, les Jeux Olympiques, et je pense le monde du sport, ont alterné entre cette espèce de schizophrénie originelle, qui est que, le sport moderne, à travers les Jeux Olympiques, s'est créé à la fois sur un nationalisme guerrier et sur des idéaux pacifiques. Donc voilà, ça il faut bien... Et la fondation a été posée comme ça, et mon sentiment c'est qu'il faut le considérer comme tel, puisque derrière, on ne va pas cesser d'alterner entre ça finalement, et ce soir, et dans cette discussion, l'objectif c'est de décortiquer un peu les deux aspects du problème, en partant de la base de quelque chose qui est assez reconnu, c'est que le sport en soi est neutre. C'est-à-dire que le sport, c'est ce qu'on en fait. Les Jeux Olympiques, dans une certaine mesure peut-être aussi, c'est ce qu'on en fait. Et l'idée générale que le sport, c'est du sport. Là, on parle de guerre et paix. On ne parle pas de forme physique, par exemple, ou de santé, où là, le sport n'est pas forcément neutre. Mais en ce qui concerne son impact sur la société, le sport est neutre. Il est ce qu'il en fait. Et donc, si on traduit un peu cette espèce de schizophrénie de base de Pierre de Coubertin de manière très simple sur ce qu'on dit du sport par rapport à la guerre et à la paix, on peut dire à la fois que le sport sert à mobiliser des masses, sert à peut-être un instrument, sert à former des soldats, sert à préparer et à conduire la guerre, et aussi que le sport rapproche les pays et les peuples, disons, pour le dire
Et c'est sur cette alternance qu'il faut jouer. Alors, maintenant, pour commencer, je vais parler un peu de sport et de guerre. Ce qu'il faut reconnaître, je pense, ce qui est intéressant de reconnaître, c'est on va parler de sport et de guerre, et puis on va finir sur la paix. Mais je pense qu'il faut reconnaître que la relation entre sport et guerre est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile et beaucoup plus présente que la relation entre sport et paix. Et je viendrai à la partie sur la paix. Il y a pas mal d'explications à ça, d'angles qu'on peut donner. On peut aller même vers des questions de relations internationales. Si on dit que la guerre, c'est l'état, je ne veux pas dire de bêtises théoriques, mais l'état naturel des relations internationales, dans ce cas-là, le sport, c'est aussi une sorte d'état naturel, plus facile à comprendre. Il y a un autre aspect qui, moi, me semble très important, qui permet mentalement d'associer la guerre et le sport, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire de la même manière que l'histoire, même l'histoire moderne, est jalonnée par les guerres, l'histoire sportive, elle est jalonnée par les Jeux Olympiques, par les événements sportifs. Et ça, ce rythme-là, il est peut-être pas comparable, mais ça donne un rythme historique à l'histoire du sport et à l'histoire des relations internationales. Si on va même un peu plus loin, et je vous ai dit, on va voir, on va discuter, mais si on va même un peu plus loin, le sport a souvent été présenté comme la manière de quantifier le progrès. Le sport moderne, c'est les chiffres que l'on peut mettre sur le progrès et la modernité. Donc c'est une manière quantifiable. Et de la même manière, la guerre, d'une certaine manière, a souvent été associée au progrès, au jalon du progrès. Donc une compétition sportive et une guerre, d'une certaine manière, c'est un jalon dans cette modernité, cette philosophie du progrès. Donc je pense qu'il y a cet aspect qui est quand même un petit peu plus sous-jacent, un peu moins direct, mais qui est, je pense, intéressant à considérer parce que le sport est très, très historicisé. L'histoire des Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très important, l'histoire des Coupes du Monde, etc. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là qui est très général. Ensuite, au-delà de ça, de manière concrète, le sport, pour moi, en tout cas, une manière d'expliquer son rapport à la guerre, je le donnerai sous quatre angles principaux. Le côté nationalisme, l'association entre la chose militaire et la chose sportive, tout ce qui est sport washing, c'est-à-dire, j'y reviendrai, et le culte du corps. Donc le nationalisme, c'est bien sûr, ou l'affrontement entre nations, c'est bien sûr que l'idée le fait, en réalité, qu'il y a beaucoup d'associations entre la mobilisation que peut susciter le sport via les groupes de supporters ou ce genre de choses, et certains groupes armés. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, notamment en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, etc. Le sport peut aider à mobiliser les masses. Elle peut aider à mobiliser les masses en vue de la guerre. Là, il y a toute une littérature sur ce sujet. Ensuite, le sport, c'est quelque chose qui est couramment associé aux militaires. Il est associé avec les sportifs militaires. Voilà. Par exemple, l'équipe française de biathlon là, qui a eu aussi autant de succès récemment. Je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins deux tiers, je dirais plutôt 2/3, fait partie de l'armée. Et il y a une histoire d'association entre sportifs et militaires, depuis la guerre de 14 d'ailleurs, très très importante. Il y a la question de l'entraînement, c'est-à-dire que le sport, la relation entre entraînement militaire et sport est aussi tout le temps présente. C'est-à-dire comment l'un influence l'autre d'ailleurs, souvent. C'est une relation à deux qui va dans les deux sens. Il y a l'exaltation du héros sportif,
c'est-à-dire du héros militaire qui est aussi un sportif. On le voit en Ukraine, par exemple, avec les deux frères boxeurs, mais on le voit ça aussi depuis la création du sport moderne, et notamment depuis la Première Guerre mondiale. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il y a l'utilisation des stades. Les stades sont une arène à plusieurs facettes. Et une des facettes est qu'en temps de guerre, le stade est quand même souvent un endroit qui peut être pris par le militaire, ou qui peut être un endroit de regroupement, ou un endroit de propagande, ou ce genre de choses. Et il y a la porosité entre le vocabulaire sportif et militaire, qui là aussi remonte à très longtemps, et qui va aussi dans les deux sens. Je voyais récemment, du coup, je cherchais un article récent, je viens de voir la manière dont Pete Esgett racontait dans sa conférence de presse début mars la réaction des Iraniens au bombardement américain. C'était une métaphore de football américain. Ils avaient dit, ils ont préparé les premiers plays, donc les premiers mouvements qu'on allait faire, comme on prépare un match de foot, et ensuite ils n'étaient pas prêts pour les prochains, pour la deuxième mi-temps, ou quelque chose comme ça. Donc, il a complètement, et de manière pas surprenante, parce que on a un Pete Esgett qui aussi utilise le sport et son corps pour établir un lien clair avec le militaire. Donc cette association-là, elle est aussi très claire. Il y a aussi, donc le troisième point, bon, tout là-dessus, je vais assez vite. Après, bien sûr, on en reparle si vous avez des questions. Mais le troisième point, c'est, quand je disais sport washing, c'est utiliser le sport comme outil de diplomatie et de narratif national pour contrer un autre narratif qui serait plus négatif et qui serait plutôt lié à la guerre. On le voit par exemple, je pense avec la diplomatie sportive du Rwanda, par exemple, qui est quand même très agressive. Et on parlerait peut-être du Rwanda différemment sans cette forte utilisation du sport, notamment sur le maillot du PSG. On l'a vu beaucoup avec l'Arabie Saoudite, y compris pendant la guerre au Yémen, qui était partout présente sur la scène sportive, qui permettait quand même de raconter une histoire sur le pays qui était un peu différente. Donc il y a cette utilisation du sport, en parallèle de la guerre. Et puis enfin, le quatrième aspect, qui est lié quelque part à cette histoire de Pete Esgett, c'est le culte du corps. C'est-à-dire qu'il a été quand même beaucoup dit que ce culte du corps, notamment évidemment dans les années 30, autour des fascismes, mais bon, le risque reste, a des tendances un peu agressives. D'ailleurs, il y a une citation là-dessus de Vladimir Yankelevitch qui dit « Méfiez-vous du bel athlète ». Il dit « Attention, voilà ». Donc il y a tout ça. Donc ce lien entre le sport et la guerre, il est clair, il est argumenté, il est vieux comme le sport moderne, même vieux comme le sport. Voilà. Et pourtant, et là j'y viens, pourtant, le paradoxe, c'est que le discours et les buts du mouvement sportif international sont tous orientés vers la promotion de la paix et vers la promotion de la concorde, de l'humanité, de l'amitié, etc. C'est le principe, c'est un principe de la charte du CIO qui parle d'un développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique. C'est aussi dans, par exemple, les statuts de l'UEFA. Ce n'est pas dans les statuts de la FIFA, par ailleurs, qui parlent de relations amicales. Mais de manière générale, le but de relations amicales, apaisées, de contribuer à la paix dans le monde, et j'y reviendrai justement d'un point de vue conceptuel, c'est le but du mouvement sportif comme incarné par le CIO. Donc on a quand même ce paradoxe qui est que c'est quand même le sport et la guerre qui sont le mieux articulés, mais le mouvement sportif, c'est basé sur cette promotion de la paix. Et ça, pour moi, ça revient à la schizophrénie initiale de la création et de la naissance du sport moderne. Donc après,
c'est cette idée que le sport contribue à rapprocher les peuples, contribue à la paix, comme Sophie en a donné des exemples, sous toutes ses formes, elle n'est pas si évidente à démontrer. Et elle n'est pas si évidente du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de parler de ça, maintenant qu'on a établi un peu le postulat sport et guerre, et de travailler un peu cette question de qu'est-ce que ça veut dire exactement, où est-ce qu'on en est, et comment on peut reconstruire quelque chose. Alors, le point de départ, le début, voilà, je vais d'abord, la manière dont je vais vous en parler ne va pas être très positive au début, puis ensuite je vais essayer d'aller quand même chercher des idées ou des choses qui pourraient nous permettre d'imaginer peut-être d'autres manières de faire les choses. Le point de départ que je propose sur cette question de sport et paix, c'est de parler un peu de la notion de neutralité, qui, elle, contrairement à la paix, est présente dans tous les statuts de toutes les fédérations internationales sportives. La neutralité politique, religieuse, etc. Pas forcément la paix, mais la neutralité. Derrière son rapport à la paix de manière générale, c'est que derrière cette idée, il y a l'idée que les compétitions sportives doivent créer un espace qui soit séparé de la politique et donc qui permette d'organiser un affrontement qui est basé sur des règles qui sont les mêmes pour tous. Et derrière cela, l'idée que, ou d'au moins par le CIO, de démontrer que l'affrontement pacifique est possible. Et donc, comme l'affrontement pacifique est possible, la coexistence pacifique, si elle est possible dans le cadre des Jeux à travers les nations du monde, elle doit être possible dans le monde entier. Voilà. Donc derrière ça, il y a l'idée, de manière beaucoup plus large, de créer cet espace, c'est que le sport peut remplacer la guerre et qu'on peut le démontrer. Voilà. Bon. C'est lié, c'est pas une idée complètement dénuée de théorie. C'est une idée qui suit un peu les travaux de Norbert Elias, que certains d'entre vous sont peut-être familiers, qui place le sport dans le processus de civilisation, qui remplace finalement la violence. Mais, par exemple, on pourrait penser que certains travaux, par exemple, de Richard Ned-Lebo sur l'importance du statut dans le déclenchement des guerres et le fait que à l'époque, mais maintenant ça commence à dater un peu, mais l'idée que les États pouvaient trouver d'autres moyens que des moyens sécuritaires pour rechercher le statut, et donc que les guerres commenceraient à diminuer parce que la recherche de statut pourrait être atteinte par d'autres moyens, le sport donne une occasion d'acquérir un statut pour un pays à travers gagner des médailles et remporter une grande compétition. Donc il pourrait y avoir cette idée que le sport peut remplacer la guerre si on va si voilà, on avance sur cette idée que la guerre est aussi déclenchée par la recherche de statut. Bon. Après, mais ça là, c'est une théorie que l'on peut poursuivre. Ensuite, cette idée d'espace, de créer un espace et de démontrer que la coexistence pacifique est possible, c'est aussi devenu l'idée centrale autour de la trêve olympique. C'est-à-dire que maintenant, pour le CIO, la trêve olympique, ça n'est pas... Le discours du CIO, c'est de dire ça, c'est une affaire d'État. Voilà, les États, je vais y revenir, décident que peut-être ils vont respecter la trêve olympique. Mais nous, ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de créer un espace de neutralité et pacifique qui va démontrer et qui va inspirer le monde sur le fait que voilà, on va montrer l'exemple, en réalité. Donc voilà. Et je mentionne la trêve olympique parce que maintenant je vais revenir sur cette question de neutralité et cette question de trêve olympique.
essayer de nous amener sur la situation actuelle. Donc d'abord, il faut comprendre que la neutralité n'est dans la charte du CIO que depuis 2018. Donc l'idée de neutralité, elle était là. Il y avait l'indépendance, il y avait d'autres mots, etc. Mais le mot n'a été employé que depuis 2018. Donc c'est relativement récent. Ça faisait suite, c'était un processus qui en fait a fait suite aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et qui petit à petit a débouché sur un positionnement du CIO comme ça. Mais le mot n'est que récent. Par contre, maintenant, il est énormément utilisé. C'est-à-dire que Christy Coventry, la nouvelle présidente du CIO, parle beaucoup de neutral ground. Voilà, elle est très à l'aise, en tout cas, avec le terme neutralité. Donc il est là. La question, c'est est-ce que cette neutralité contribue à une sorte de paix, de manière plus générale, au-delà de l'exemplarité? Est-ce que la trêve aussi continue à une sorte, arrive à contribuer à quelque chose? Ou potentiellement, est-ce que c'est l'inverse? On va voir que c'est peut-être l'inverse. Moi, alors pour aborder cette question, je définirai deux exemples, en tout cas deux objectifs pour le CIO, pour la neutralité, ce que le CIO essaie de faire. Ce serait la continuité, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le sport, que l'organisation du sport peut continuer au-delà indépendamment des aléas politiques, etc. Donc vraiment, c'est sur l'importance du sport. Ça doit continuer quoi qu'il arrive. Et donc pour ça, il faut rester neutre et se protéger de l'influence extérieure. Et là, cette idée de continuité, elle se rapproche, par exemple, de la neutralité humanitaire. C'est-à-dire de dire, quoi qu'il arrive, il y a certaines choses qui doivent avoir lieu. Alors, la question se pose pour cette question de continuité, je la laisse comme question. La neutralité humanitaire, bon, on peut en reparler. Elle-même a déjà été controversée. Est-ce que le sport est si important qu'on doit le protéger à tout prix? En gros. Voilà. C'est la question qui est derrière. Et le deuxième objectif, c'est la souveraineté. Et là-dessus, la souveraineté n'est pas un mot qu'on emploie pour parler du CIO ou des grandes compétitions sportives. Pas les compétitions sportives veulent être souveraines. Pourtant, au niveau des relations internationales, mais alors là, je m'aventure un peu, et puis Sophie me corrigera tout à l'heure, ça peut être aussi une stratégie de souveraineté, de définition, de rapport aux autres. Et je veux insister un peu sur cette question de souveraineté, donc qui n'est pas employée par le CIO, parce qu'au fond, quand on regarde bien, la manière de se comporter du CIO, c'est une manière souveraine d'un point de vue international. Le CIO se donne bien sûr les attributs, c'est-à-dire un drapeau, un hymne, mais aussi la charte du CIO parle d'une constitution. La charte du CIO est une constitution. Pour participer au jeu, il faut avoir une carte d'identité donnée par le CIO. Donc il y a tout ça, tout un vocabulaire autour de la souveraineté. Et le dernier point qui vraiment rend cette question de souveraineté, je pense, intéressante, c'est que le CIO est la seule organisation sportive, et peut-être une des seules autres organisations dans le monde, à part un État, qui reconnaît ses participants, donc les pays qui participent au jeu. Toutes les autres organisations sont des organisations de fédération qui ont des membres, donc qui admettent. Même l'ONU ne reconnaît pas. L'ONU admet. L'ONU est un club d'États qui admet. Ce qui reconnaît, c'est un État qui reconnaît ses pairs. Sauf le CIO, qui reconnaît. Donc, même au niveau du vocabulaire, et je vais revenir là-dessus sur la trêve, le CIO reconnaît. Donc, il y a tout un truc autour de la souveraineté qui, je pense, est intéressant et c'est un objectif et qui vaut aussi voir la neutralité par rapport à ça. Alors ensuite, comment ces objectifs de neutralité s'expriment?
par rapport à l'extérieur, c'est la question de la participation, c'est-à-dire c'est le CIO, c'est les organisations sportives qui décident qui participe. Et donc on l'a vu notamment avec toute la discussion autour de l'Ukraine et de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie. Et à l'intérieur, par rapport à son fonctionnement interne, c'est une question de démocratie, je dirais, et ça se traduit par ce qu'on appelle la règle 50 de la charte du CIO, qui interdit toute manifestation religieuse ou politique dans l'enceinte sportive, par tous les athlètes. Et on l'a vu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et vous reviendrez probablement, on l'a vu récemment, au jeu d'hiver avec le casque du lugeur ukrainien. Donc voilà, tout ça, à la fois garder la main sur la participation et la règle 50, ça permet pour le CIO d'atteindre ses objectifs de continuité et de souveraineté. Maintenant, est-ce que ça, est-ce que c'est des facteurs de paix? Est-ce que se lancer dans cette stratégie de neutralité est-elle un facteur de paix? A-t-elle un impact? Et est-elle encore même possible dans le futur? Que ce soit pour la participation, c'est-à-dire que maintenant, le retour des Russes et des Biélorusses, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont évoluer? Ce n'est pas du tout sûr que ça va tenir. En gros, il y a beaucoup de protestations par rapport à ça. Et tous les manquements récents à la règle 50 sur l'expression politique ont été plutôt des revendications en ligne avec les valeurs du CIO. C'était une athlète afghane, réfugiée afghane, qui parlait des femmes afghanes à Paris 2024, un athlète russe qui parlait de ses collègues décédés. Est-ce que ça envoie le bon message? Moi, il y a un élément de réponse qui me paraît vraiment lié à la question de la démocratie. Et ça non plus, de la même manière que la souveraineté, la démocratie, ce n'est pas forcément un terme qui est utilisé quand on parle des institutions sportives. Mais il paraît évident que le respect de la neutralité, que ce soit pour la participation ou pour la règle 50, il sert plutôt l'oppresseur que l'oppressé, et qu'il transfère la charge de l'harmonie ou de relations amicales plutôt sur l'oppressé que l'oppresseur. Et il y a eu beaucoup d'études par exemple, sur la règle 50, sur l'expression politique, qui montrent que les pays les plus défenseurs de la règle 50 sont aussi les pays les moins démocratiques. Ça, c'est prouvé. Et de la même manière, ça, c'est plus empirique de ma part, mais si vous regardez sur Google neutralité sport, vous aurez plus tendance à avoir des réponses sur des sites d'information chinois que sur des sites d'information français. Ça les intéresse plus. Et donc, c'est lié à cette idée générale. Bon, j'avais des citations littéraires que je ne vous lirai pas, mais ce risque démocratique, il est là de s'associer plutôt à des pays qui le sont moins. Et ça m'amène à la trêve olympique. Parce que, bon, là, on peut... donc, je vous demande de rester avec cette idée de démocratie. La trêve olympique, donc je pense que vous savez plus ou moins en quoi ça consiste, quel est le principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa version moderne, actuelle, elle est l'aboutissement d'un long processus d'institutionnalisation internationale du CIO, qui en fait, à travers l'appel à la trêve olympique, a obtenu une existence auprès des Nations Unies, auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, cette question de paix, elle est très clairement liée à l'institutionnalisation et donc à la souveraineté du CIO. Et d'un autre côté, elle n'est pas, la trêve olympique n'est pas un sujet. Alors, on ne va pas passer là plusieurs minutes à dire que la trêve olympique n'est jamais respectée.
ça n'est pas le sujet, ça n'est pas un appel. Je pense qu'on peut considérer comme réaliste, il n'a jamais vraiment voulu réaliste, et moi ce que je proposerais, c'est juste de la comparer à un appel qui avait été fait, qui était peut-être plus ambitieux, mais qui n'a pas marché non plus pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le secrétaire général des Nations Unies avait fait un appel à une cessation de toutes les hostilités dans la période de Covid. Il s'était dit, là, il y a une opportunité. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait peu de volontaires. Aussi, visiblement, parce qu'il y avait peu de structures. Donc, ce n'est pas si facile d'appeler à une trêve mondiale si les parties ne sont pas prêtes n'ont pas de cadre. On ne s'improvise pas trêve. Et ça n'a pas marché aussi parce que le Conseil de sécurité n'a pas suivi. Il y a eu beaucoup de discussions au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies suive et fasse un appel mondial. Ça s'est perdu dans des trucs de procédure, et notamment sur le rôle de la Chine dans la pandémie. Bref, le Conseil de sécurité n'a pas suivi. Alors, pourtant, et là, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la question de la souveraineté. La résolution sur la trêve olympique, elle est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, pas par le Conseil de sécurité, pas par l'entité qui gère la question de paix et de sécurité. Et c'est aussi l'Assemblée générale des Nations Unies qui est l'endroit où on est admis ou pas admis dans le concert des nations. Et ça, c'est important de le noter, parce que pour le CIO, avoir une résolution adoptée sur la trêve à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était plus un moyen d'exister dans le concert des nations, plus une question de souveraineté, qu'une question de, finalement, paix dans le monde, qui se joue ailleurs. Alors maintenant, on dit, là je vais revenir à la question de la démocratie, on dit la trêve olympique, voilà, de toute façon elle n'est jamais respectée. Et c'est pas très important. Sauf que, dans les deux dernières éditions des Jeux d'hiver, donc en 2022 et 2026, là, cette année, il y a eu quand même des discussions autour de la trêve olympique. On dit, après tout ça, voilà, que Poutine a retardé son invasion de l'Ukraine après les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Avant les Jeux paralympiques, mais après les Jeux olympiques. Ça a l'air assez admis. Moi, j'ai beaucoup lu dans la presse américaine, avant l'attaque américaine de l'Iran, que Trump avait aussi attendu la fin des Jeux olympiques de Milano Cortina pour attaquer l'Iran. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a un concept qui a pu paraître un peu anodin, un peu idéaliste, voilà, et on se retrouve dans une mise en œuvre de la trêve où finalement c'est l'agresseur qui respecte la trêve, mais pour des raisons après qu'on peut rechercher, des raisons peut-être commerciales, des raisons de pacte entre grandes puissances, mais certainement pas des raisons de paix mondiale ou de préservation de la paix. Et les jeux deviennent juste un instrument, un divertissement qu'on respecte, et puis après on continue à brutaliser. Et pour moi, ça, c'est un peu le piège de la trêve olympique actuelle, qui peut se retrouver finalement, oui, respectée, mais il faut voir par qui et dans quel contexte. Et pas pour ses vertus pacificatrices. Et ce sont, pour reboucler, probablement les mêmes pays, si on y va comme ça, ce sont probablement les mêmes pays qui sont les plus fervents supporters de la neutralité du CIO, qui auront tendance aussi à éviter d'agresser leurs voisins pendant les Jeux olympiques. Pas forcément les pays les plus démocratiques, les pays que l'on verrait comme les pays qui feront le moins la guerre. Donc voilà, la conclusion un peu de tout ça, c'est pour le CIO, de montre-moi à tes amis, je te dirai qui tu es. Et là, ces processus ont le danger que le CIO accompagne plutôt le recul de la démocratie
et une brutalisation du monde plutôt qu'à l'inverse. Et c'est peut-être plutôt ça qui est en train de se passer. Et donc, le lien avec la guerre, on peut le faire, bon, il est déjà là de toute manière, mais autour aussi des questions de paix démocratique, etc. Voilà. Est-ce que le CIO a envie est-ce que le monde du sport a envie de partir vers là? Je ne pense pas, mais il y a un risque. Quelle heure il est J'ai le temps. Ouais. Parce que je vais quand même être un peu plus positif. L'autre point, c'est que l'autre caractéristique de cette discussion sur le sport et la paix, c'est que si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des acteurs, on peut dire de paix au sens large, voilà, le sport n'est quand même toujours pas important pour eux. C'est une discussion très auto-centrée entre acteurs du sport. Le sport, il est absent ou virtuellement absent du monde de la résolution des conflits. Voilà. C'est que très très récemment que le mot sport est apparu dans un accord de paix, par exemple. Il est présent dans l'accord global sur la résolution du conflit en Colombie, pour ajouter du sport dans la reconstruction des communautés rurales. Voilà, c'est tout. Il est un peu abordé à Chypre en ce moment, dans un groupe de travail sur la jeunesse, qui recherche aussi des moyens de rétablir la confiance à travers le sport. À part ça, quand on parle de processus de paix, de processus de négociation de paix, le sport en est absent. J'ai fait un petit sondage auprès de moi, les gens que je connais, ou les think tanks, ou les organisations de résolution des conflits, qui sont quand même assez bien implantées. Je n'en ai pas trouvé une. C'est un programme sport. J'ai parlé à mes anciens collègues de l'unité de support à la médiation, qui soutiennent pour les Nations Unies tous les processus de médiation dans le monde. Ils n'ont jamais travaillé sur le sport. Donc ce monde-là, ce monde de la résolution des conflits, il reste quand même très très isolé de la question du sport. Le monde international travaille sur beaucoup d'autres sujets liés aux objectifs de développement durable. Même le HCR se retrouve dans des problématiques de conflit et utilise le sport. C'est partout, mais pas sur la question au niveau de la négociation, pas sur la question de paix et de sécurité. Pourtant, il y a, et là, voilà, quand même, il existe un mouvement, il y a beaucoup de travail, et Sophie en parlait, sur le sport et la paix sur le terrain. Et il y a un mouvement qu'on appelle sport pour le développement et la paix. Voilà. Et là-dedans, beaucoup d'actions d'ONG, même de fédérations qui travaillent sur ce qu'on appelle sport pour le développement et la paix. Le terme sport pour le développement et la paix, il vient du début des années 2000, quand le secrétaire général des Nations Unies a nommé un envoyé spécial sur le sport pour le développement et la paix. Et donc, au départ, la raison pour laquelle la paix s'est retrouvée là-dedans, en gros, c'est parce qu'on était sur un mandat du secrétaire général des Nations Unies, dont c'est quand même le mandat principal, pas forcément le développement. Et donc, il a mandaté cet envoyé spécial de travailler plutôt sur les questions de paix. Et il y a eu tout un corpus de travail qui s'est fait autour des opérations de maintien de la paix dans les années 2000, notamment au Libéria, en Sierra Leone, sur la réintégration des enfants soldats, sur l'utilisation du sport. Voilà. Et ça, c'était l'objectif initial, qui ensuite s'est élargi, s'est beaucoup élargi au cours des années 2000, pour faire intégrer le sport comme, on dit, vecteur de contribution à tous les objectifs du développement durable, et créer beaucoup de projets, d'efforts autour du sport
pour tous les objectifs de développement durable, y compris la paix, de manière très générale, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Sport pour le développement et la paix, et notamment sur des expériences de réconciliation de communautés, en Irlande du Nord beaucoup, au Sri Lanka, en Palestine, à Chypre, je disais. Et d'ailleurs, certaines ont établi des liens. Il y a eu beaucoup de liens entre ce qui a été fait en Irlande du Nord et puis ensuite la Palestine. La Palestine pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Donc là, il y a eu beaucoup de travail et il y a encore beaucoup de travail en ce moment. L'idée générale, c'est que le sport peut contribuer au lien social. Et d'ailleurs, là, on a un collègue de l'AFD qui est là. La manière dont le sport est traité à l'Agence française de développement, c'est à travers la cellule lien social, c'est-à-dire créer du lien. Voilà. Et là, d'ailleurs, en ce moment à la Concorde, vous avez vu, il y a un terrain que la FIFA a mis en place qui est censé, à travers son programme de mise en place de petits terrains de foot à 7 à travers le monde entier, créer des espaces de rencontre. Donc l'idée que le sport crée des liens, elle est là et c'est l'objectif. Pour revenir pour relier aussi à la question de la guerre et du rôle de l'athlète, beaucoup d'athlètes sont impliqués dans ce genre d'efforts. Donc l'athlète, c'est pas que l'athlète guerrier, l'athlète militaire. Il y a énormément maintenant, dans le cadre de diaspora, dans le cadre d'efforts désintéressés, beaucoup d'athlètes qui soutiennent des projets, qui les financent, qui prêtent leur image, etc. etc. Donc, ce qui ressort, en tout cas en termes d'impact de ces projets sur le sport, qui apportent du lien social, c'est qu'ils sont éphémères et limités dans leur impact. C'est-à-dire que même on peut faire tout ce qu'on peut, si on veut utiliser le sport sur le terrain pour construire du lien, il faut que ça fasse partie d'une stratégie politique quand même très solide, plus générale, pour qu'elle ait un impact durable. Sinon, on le sait tous, c'est vrai, le sport, et c'est ça qui est l'idée qu'on a tous en tête, du sport qui rapproche, du langage commun, mais en termes de créer vraiment des liens durables, de créer de la communauté, ce qui a été plutôt démontré, c'est qu'effectivement, mais derrière, il faut qu'il y ait énormément de choses pour suivre, pour que ça ne soit pas éphémère, pour que ça ne soit pas limité à très peu de gens. Par exemple, il y a des efforts, il y a des études qui ont été faites sur des projets au Sri Lanka pour la réconciliation entre les Tamouls et les Singalais, qui montraient que organiser des événements sportifs, ça permettait peut-être de rapprocher les joueurs, mais même pas vraiment les supporters. Donc vraiment, on était dans des choses très très limitées. Mais bon, ça existe et c'est un début sur c'est quoi en fait, maintenant que je vous ai dit que la trêve, c'était pas ça, la neutralité non plus, au moins, il y a ce rôle du sport qui est présent, qui est démontré, qui est sur le terrain, etc. Après, la question maintenant, pour terminer, j'allais dire, c'est est-ce que le sport, ça n'est que ça? Alors, est-ce que le sport et la paix, ça n'est que le terrain, ça n'est que organiser des rencontres, ça n'est que ça? C'est ça finalement la question. Et est-ce qu'on peut se résoudre à ça, à dire ça? Bon. Moi, je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est de ne pas s'y résoudre. C'est-à-dire de dire on ne peut pas dire à la fois que le sport est un phénomène à 5 milliards de personnes, qui est absolument inévitable dans la société et dans les relations internationales. Donc dire ça d'un côté, et à l'arrivée dire, et bon, en ce qui concerne le sport et la paix, c'est un impact très limité, très éphémère sur quelques endroits dans le monde. On peut, mais il faut probablement remonter le fil et essayer de chercher d'autres idées sur comment faire. Comment faire pour remonter vers le général, vers le politique,
et imaginer une discussion réaliste sur le rôle du sport pour la paix au-delà des armes. Et donc, pour finir, je vais partager avec vous quelques idées en fait sur qu'est-ce que ça pourrait être, c'est quoi en fait. Bon voilà, après le monde est compliqué, mais comment faire en gros pour donner un peu plus de place dans le contexte actuel au rôle du sport pour la paix. La première chose, ma première idée, c'est finalement de se détourner un peu du terme de paix qui est dans le monde du sport un peu fourre-tout, qui a été instrumentalisé, et de parler de violence. Et de manière générale, de dire que le sport peut viser à une société moins violente, qui aussi d'ailleurs peut rejoindre certaines théories de la paix positive. Cette idée de violence, elle rentre aussi dans l'évolution de la pensée à l'ONU sur, par exemple, l'agenda pour la paix du secrétaire général, le nouvel agenda pour la paix, parle de violence. Il dit toutes les violences mortelles ne sont pas dues à des questions de paix et de sécurité, mais on peut toutes les prévenir. Et donc, si on positionne, notamment le CIO, notamment les organisations sportives, sur la violence, sur toute la violence, dire que l'objectif, pas forcément, en tout cas, ne pas le formuler comme ça permet aussi de créer une approche beaucoup plus générale sur cette question-là, qui englobe d'autres violences, qui sont aussi des gros sujets pour le sport en ce moment, comme notamment le harcèlement, toutes les violences dont on entend parler et qui ressortent en ce moment, comme le dopage également. Voilà, l'idée de chercher à diminuer la violence sous toutes ses formes et peut-être un petit peu plus productive. Après, le deuxième point, c'est de reconnaître un peu la place du sport, effectivement, qui n'est pas là à tous les moments du conflit. C'est-à-dire qu'il y a de la même manière qu'il y a un temps pour la négociation, il y a probablement un temps pour le sport qui n'est pas n'importe quand. Là, sur le conflit en Iran en ce moment, ce n'est pas vraiment le temps du sport. Le temps du sport, il vient probablement à un niveau de conflit un peu plus apaisé. Et on voit que les projets sur lesquels on revient toujours et qui ont été le plus efficaces, ils sont dans des sociétés qui sont après, disons, après l'accord de paix en réalité. En Irlande du Nord, en Colombie, comme je disais, à Chypre c'est un peu différent. Mais c'est ce niveau-là. Le sport intervient qu'à un certain niveau d'apaisement. Il faut reconnaître que le temps du sport, c'est pas n'importe quand non plus dans le cycle du conflit. Après, le troisième point, c'est qu'il demeure, et je suis bien placé pour le dire, et comme je disais, une absence de rencontre entre le monde de la résolution des conflits et le monde du sport. Et il faut que ces mondes se rencontrent. Il faut que il y a des aspects culturels, il y a des aspects personnels, il y a des aspects de comment la diplomatie ne considère pas le sport, mais on ne peut pas ignorer un phénomène comme ça, à mon avis. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire peut-être très concrètes, en s'appuyant sur des acteurs un peu forts. Moi, je pense au Qatar, par exemple, qui est à la fois un État, bon là, peut-être pas en ce moment, mais qui est à la fois un État qui essaie de se positionner comme État médiateur, et pas que dans le Moyen-Orient, en Afrique aussi, et qui est un des États aussi assez modèles pour sa diplomatie sportive. Bon, ben, peut-être que à travers des acteurs comme ça, des athlètes d'autres pays, on pourrait commencer à essayer de maximiser un petit peu plus la contribution générale du sport à la résolution des conflits. Et pour ça, il faut que ces deux mondes se rencontrent. Et pour le moment, c'est vrai qu'ils se rencontrent pas beaucoup. Et puis ensuite, en ce qui concerne les Jeux olympiques, qu'est-ce que voilà, qui sont quand même le cadre plus général. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il y a
il y a peut-être trois choses. Il y a une chose qui est que j'ai remarqué, et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez voir, mais le thème de la violence, en gros, les jeux, l'arène sportive, c'est comme si elle avait lieu dans un monde sans violence et où il n'y a pas de place pour la discussion sur la mort. Et on l'a vu avec la question du casque ukrainien pendant les Jeux. C'était un hommage à ces athlètes tombés. Bon, voilà, on peut en rediscuter. Mais je pense que ça crée un malaise aussi sur cette question des athlètes et de la violence autour des athlètes. Il faudrait probablement que le CIO accepte de faire rentrer une dimension, un peu de la violence du monde dans les jeux. Peut-être pas de manière, voilà, mais quand même de reconnaître que c'est impossible de dire que tout ça a lieu dans un monde en dehors du monde. Ça peut être très simple, ça peut être, par exemple, il n'y a pas de lieu de recueillement dans un village olympique, il n'y a pas de moment comme à la cérémonie des Césars où on dit, voilà, sur les disparus, ce genre de choses, mais faire rentrer un peu de porosité sur la violence du monde, qui n'est absolument pas, qui n'existe absolument pas pour le moment. Le péché originel là-dessus étant peut-être les Jeux de Munich, on peut en reparler. Ensuite, pour reboucler sur la question du rapport à la guerre et à l'histoire, en tout cas les Jeux Olympiques reposent beaucoup sur leur historicisation constante. On est tout le temps en train de parler de Munich 1936, de Berlin 1936, pardon, des éditions précédentes, de ce qui s'est passé, de jalonner, etc. Et ça crée peut-être une illusion de permanence qui correspond plus, en fait. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est sortir de ça et traiter chaque édition dans son propre contexte, telle qu'elle est, et essayer de voir comment cette édition va construire son rapport au monde. Et peut-être que dans un certain contexte, les Jeux peuvent avoir un effort diplomatique spécifique sur un conflit, ou sur deux conflits, suivant où il se passe, suivant ce qui se passe. On n'est pas obligé de ignorer totalement le monde extérieur, et parce qu'on conçoit les Jeux comme quelque chose de continu et qui ne s'arrête jamais, ça peut aussi freiner un peu ça. Donc à mon avis, il y a quelque chose là-dessus. Et puis, le troisième point, c'est de régionaliser la question du sport et de la résolution des conflits. Appeler à la paix dans le monde, on sait bien, appeler à la paix dans le monde, bon, ça n'est pas très réaliste, et du coup, c'est facile de le faire. Appeler à la résolution d'un conflit, ça c'est plus concret, mais bon, c'est plus difficile. Le faire dans un cadre mondial, c'est un peu compliqué, mais on voit que les problématiques sportives, et les problématiques notamment de politique, se jouent souvent plutôt dans un cadre régional. Ça peut être en Afrique, ça peut être, je ne sais pas si vous avez vu récemment les discussions en Suisse bon, c'est un peu compliqué, mais sur la taxation de l'UEFA par rapport à l'inclusion d'Israël dans l'UEFA. Voilà, la question de la guerre en Israël, elle se joue beaucoup plus au niveau des fédérations européennes, en réalité, à laquelle elle appartient à Israël, qu'au niveau mondial. Il y a probablement beaucoup d'autres choses là-dessus. En Asie du Sud-Est, dans les Jeux d'Asie du Sud-Est, ont eu lieu pendant le déclenchement de la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge. Bon, là, il y avait 8 participants. On peut se dire que peut-être là, le sport peut être une arène dans laquelle tous les pays concernés sont là, et du coup, ça peut créer quelque chose. Donc, essayer de travailler plus au niveau régional, dans des espaces culturels et politiques un peu cohérents, ça peut, à mon avis, donner un peu d'espoir. Et d'ailleurs, ça revient à l'idée originale de la trêve des Jeux Olympiques, qui avait quand même lieu dans un espace homogène culturellement, la Grèce antique, et sur des buts précis, qui ensuite a été rétabli de manière beaucoup plus générale. Donc voilà, tout ça, c'est des idées, bien sûr, voilà, mais c'est pour essayer de donner un peu du grain à moudre sur qu'est-ce qu'il faudrait
qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, ben je vais m'arrêter là. Je voulais partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis bien sûr, si vous avez des réactions, des questions, si vous n'êtes pas d'accord, ben, je serais ravi d'en discuter. Merci. Un grand merci Vincent pour ta présentation qui était très inspirante, surtout comme tu le sais pour moi qui travaille sur les pays neutres. Oui. Alors je ne vais pas faire un cours sur les pays neutres, mais quand même en dire deux mots parce que la neutralité, donc c'est une posture qu'adoptent des États quand ils ne veulent pas être impliqués dans une guerre. Et de fait, la neutralité, c'est d'abord un outil d'affirmation de souveraineté. Et donc le lien entre neutralité et souveraineté, d'abord, il est central. Et puis, un autre lien qu'on peut faire, un autre parallèle qu'on peut dresser, concerne le rapport à la paix, précisément, parce que être un État neutre, se déclarer neutre, ça ne suffit pas. Il faut que la neutralité soit reconnue par les autres. Et que font souvent les États neutres pour se faire accepter comme tels? Ils se font les promoteurs de la paix. Ils se font les champions de la paix. Mais notre neutralité, vous allez voir, elle est au service de la paix, donc vous pouvez accepter cette posture. Et finalement, il y a ce parallèle entre un CIO qui s'affirme comme neutre pour se voir reconnaître souverain, et qui, de plus, veut mettre cette neutralité au service de la paix, probablement aussi pour se faire accepter comme acteur. Donc, voilà, je tenais à partager cette remarque. Et puis, je m'arrêterai là, hein, mais il y a une seconde remarque qui m'a interpellée, c'est cette question du temps du sport. Peut-être que tu disais, peut-être que finalement, il y a un temps pour que le sport soit porteur de paix, mais est-ce que finalement on n'a pas oublié ça parce que le sport, c'est devenu plus un spectacle. On est plus dans le jeu entertainment, le jeu, la fête. On nous a beaucoup parlé de la fête que représenteraient les JO de Paris 2024, en l'occurrence. Est-ce que finalement, cette dimension qui se veut festive, où justement on oublie finalement tous les malheurs du monde, est-ce que c'est finalement, ce n'est pas ça qui fait qu'on oublie peut-être aussi qu'il y a un temps, que le sport, pour qu'il soit utile, il faut qu'il arrive au bon moment et qu'il s'adapte au contexte, comme tu le disais. Voilà, c'est une remarque en forme de question, et je m'arrêterai là plutôt pour laisser la parole à notre auditoire. Ouais, la dimension, oui. Après, je pense que là, on est sur des choses différentes par rapport à le sport comme moyen social, et puis mais c'est vrai que le lien existera toujours, parce que l'exemple viendra toujours de la question générale, et c'est vrai que pour moi, c'est le risque, c'est-à-dire que ce que je disais sur la trêve, quelque part, c'est un peu c'est la fin de l'histoire, en gros, quoi. C'est-à-dire Fukuyama qui dit à la fin que, bon, on pense le truc, mais je pense que c'est très adapté, qui sera triste de la fin de l'histoire, parce que ce sera la fin des idéologies, la fin des grands combats, et qu'on sera simplement occupé à régler des questions techniques et environnementales, etc. Qui est exactement ce que peuvent représenter les jeux. C'est-à-dire, en dehors de grands combats, les jeux, ça devient quelque chose où à chaque fois on justifiera à peu près comment on les organise et pour que ça se passe bien. Donc oui, le risque il est là, c'est pour ça que Trump a probablement attendu, c'est pour ça que voilà, c'est parce qu'on respecte le spectacle, on respecte ces dimensions-là, et on ne recherche pas particulièrement un impact à travers les jeux. Et oui, et la question c'est est-ce que le CIO va prendre cette direction-là, va accompagner ça ou pas, quoi. L'avenir le dira. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais... Alors, moi, je vais en avoir plusieurs qui sont liées. La première, c'est est-ce que le sport est vraiment neutre dans la société? Alors, vous l'avez traité sur le plan international. Si je le traite sur un plan national, en fait, le sport est un outil de gouvernance qui est extrêmement utilisé
en particulier par les collectivités territoriales. Et plutôt positivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, mais c'est un outil, en fait, intéressant même du point de vue politique. Et on voit comment les édiles politiques revendiquent finalement les occasions de construction positive, de fédération des communautés, etc. Donc ça, c'est pour moi une première question. Est-ce que réellement, voilà, non, mais ça, je pense que voilà. Non, je pense que l'idée, et là, je suis peut-être mal exprimé, qu'en soi, l'impact du sport peut être négatif, positif, peut être ce qu'on en fait. Ensuite, il a tout le temps un impact. Simplement, il n'a pas une vertu ou un vice à l'intérieur de la pratique. Cette vertu ou ce vice, elle dépend de comment il est traité, etc. Et donc, effectivement, oui, il peut être maximisé, oui, bien sûr. Alors après, j'ai une grosse question avec plusieurs volets, qui est une question que vous avez finalement peu abordée, qui est la question de la gouvernance internationale du sport. Et donc, sur cette question de gouvernance, d'abord, par qui est-elle portée? Est-ce qu'elle est portée par les États? Est-ce qu'elle est portée par le CIO? Est-ce qu'elle est portée par les fédérations sportives? Ou un conglomérat informel ou formel? Et c'est intéressant de remarquer qu'il n'y a pas d'instance mondiale de gouvernance sportive. Qu'est-ce que vous en pensez? En faudrait-il une? Est-ce que ce serait une des solutions? Et puis alors, un autre point qui, pour moi, fait partie de la gouvernance que vous avez soulevé, c'est la question de la démocratie et du risque démocratique. Et moi, j'ai vu tout de suite un parallèle avec ce qui se passe pour les droits humains. Dans les valeurs, vous n'avez pas évoqué cette question, et d'ailleurs on la voit très peu, enfin ou même pas du tout, en réalité évoquée par les instances sportives internationales ou même régionales. Et même, je continue le parallèle, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, dans ce domaine des droits humains purs, c'est les États, finalement les moins démocratiques et les plus autoritaires, qui revendiquent de plus en plus la gouvernance sur ces questions. Donc, c'est une question globale. Qu'est-ce que vous pensez dans cet effort de donner au sport un rôle positif dans la construction de la paix, ou en tout cas de la lutte contre les violences à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a des pistes de gouvernance qui pourraient aider ou pas? Alors sur la gouvernance, oui, c'est un très bon point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour remonter un petit peu, donc au départ, le sport moderne s'est structuré à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec la création de fédérations, etc., et l'invention des Jeux, enfin la recréation des Jeux Olympiques. Ensuite, le moment vraiment de structuration et de décollage, c'est après la Première Guerre mondiale. Et là, la question s'est posée. Donc, il y avait d'un côté un CIO qui a été créé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CIO est un club d'individus qui se cooptent entre eux. Voilà, il y en a 100, je ne sais plus combien. Ça n'est pas... voilà, c'est un club d'individus. Donc, d'un côté, le CIO qui commençait à développer de plus en plus les jeux. Et d'un autre côté, la gouvernance mondiale qui était tout doucement en train de se mettre en place avec la Société des Nations, qui s'est posé la question du sport. Et qui s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que voilà, ça devient un sujet? Donc voilà, il y a eu des débats là-dessus, d'ailleurs très personnalisés. C'est probablement parce que le secrétaire général de la SDN, à l'époque, ne s'intéressait pas du tout au sport, que les choses se sont passées comme ça. Mais voilà. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, l'effort constant du CIO a été de garder la mainmise sur le sport. Et ça n'a pas été si facile. À un moment donné, l'UNESCO a failli même reprendre les Jeux Olympiques dans les années 70, quand ça allait vraiment pas bien. Puis, finalement, voilà, ça s'est pas fait. Et à partir des années 90, après la guerre froide, le CIO a tout fait pour exister en tant qu'entité sur la scène internationale et garder son monopole sur le sport mondial. Voilà. Et du coup, le résultat, c'est que, et même, je parlais des efforts
du secrétaire général de créer un envoyé spécial sur le sport, développement et la paix, qui a existé pendant une dizaine d'années, qui ensuite a été supprimé, et le secrétaire général a donné officiellement la responsabilité aussi du sport, développement et la paix au CIO. Le CIO veut garder ce monopole. Et il l'a de fait. Et très difficile maintenant de le contester. Il a les ressources, etc. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est très difficile, je pense, d'imaginer un monde sportif qui n'obéisse pas à la structure actuelle qui est en place, qui est autour du CIO, des fédérations, du Comité international paralympique, etc. Il y a d'autres... il y a des mouvements parallèles. Il y a, par exemple, tout un mouvement dans les années 30, dans les années 20-30, qui était autour du sport ouvrier, qui organisait des Spartakiades, les Olympiades du monde ouvrier, jusqu'en 1936, où elles ont été annulées, et qui existe encore. Là, dans le monde sportif en France, il y a ce qu'on appelle la FSGT, la Fédération du sport, je ne sais plus ce que c'est, gymnique des travailleurs, quelque chose comme ça, qui est une émanation, qui a 200 000 adhérents, et qui est une émanation de ce mouvement sportif ouvrier, qui est différent de ce que fait le CIO, mais ça reste marginal. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est une vraie question, et il reste une bataille entre l'UNESCO, qui a le portfolio sport pour les organisations internationales, et le CIO, qui gère en réalité toutes les compétitions sportives, etc. L'UNESCO organise chaque année des réunions de tous les ministres des sports et essaie de faire un peu de régulation, notamment sur l'intégrité des compétitions sportives, mais en restant aussi très marginal par rapport à la force de frappe, du CIO en ce moment. Donc on en est là de la gouvernance. Après, ce qu'il faut comprendre, un dernier mot sur la gouvernance mondiale du sport, c'est que le CIO est un groupe de personnes cooptées, et voilà. Toutes les autres fédérations internationales, toutes les autres entités sportives sont des fédérations de fédérations. Donc obéissent quand même à des règles démocratiques qui sont chacune de leurs fédérations, ce qui peut donner lieu à du clientélisme, ce qu'on veut avec la FIFA. En tout cas, il y a cette structure. Et puis on a cette espèce d'entité complètement bizarre qui est effectivement qui est le CIO, mais qui détient honnêtement tous les cordons. La présidente actuelle du CIO, Christy Coventry, a dit que le CIO faisait trop de choses. Elle a dit « Our game is sport ». Donc, elle a dit qu'elle voulait revenir vers le sport, que le sport. Ça va peut-être rouvrir un espace pour les questions plus générales. Mais pour le moment, je ne vois pas trop. Et sur les droits de l'homme, oui. Ouais, c'est un sujet très intéressant parce que le sujet droits de l'homme a toujours été un contentieux aux Jeux Olympiques parce que il paraissait pour les organisateurs aller à l'encontre de la législation nationale, en gros, du régime national. On l'a vu avec la Chine, etc. On ne se mêle pas de ça. Donc le terme droit de l'homme est venu très tard dans le vocable olympique. Il y est arrivé à la fin des années 2010, où maintenant il y a une branche droit de l'homme au CIO, parce que on était peut-être dans un mouvement libéral qu'on pensait sans fin, en gros, quoi, et que petit à petit, même les droits de l'homme allaient pouvoir devenir un sujet olympique. Maintenant, il y a clairement un retour de bâton, et sur beaucoup de sujets. Je crois que dans les contrats de ville hôte, il y a des clauses sur des sujets de droits de l'homme, et je ne veux pas dire de bêtises, qui disent tel qu'appliqué, tel que mis en œuvre dans le pays hôte, ou quelque chose comme ça. Ou sur les conventions internationales, tel que mis en œuvre dans le pays hôte, etc. Donc ça reste très voilà. Et du coup, autour des compétitions sportives, la question de droits de l'homme, c'est une question de droit du travail, qui a toujours été quelque chose d'important. Et puis d'égalité, d'accessibilité, ce genre de choses. Pas plus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, parce qu'on a un problème de micro. Voilà, merci, parlez un petit peu fort, merci beaucoup.
Concernant cette question justement des droits humains, il me semble, sauf erreur de ma part, que le CIO avait mis en place en 2018 un comité dédié aux droits humains, au respect des droits humains. Et justement, il y avait une question par rapport à ça, en lien avec les jeux, mais aussi en lien avec tout ce qui est Coupe du monde, etc. Le phénomène de sport washing, donc de certains États type Arabie Saoudite, etc., qui vont se prévaloir d'organiser certains Jeux afin de redorer entre guillemets leur image sur la scène géopolitique internationale. Et justement, je voulais avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous pensez qu'il serait envisageable de plus réglementer l'attribution des Jeux afin d'éviter ce genre de phénomène de sport washing? Alors, pour ce qui est des Jeux, la question derrière, après, la Coupe du Monde, c'est un peu différent. Moi, il me semble, on a tous une opinion là-dessus, il me semble que la question des Jeux, en réalité, elle se pose autour de la Chine. Les questions de droits de l'homme et Jeux olympiques, c'était des questions liées à les Jeux olympiques de Pékin 2008 et de Pékin 2022. La solution, pour le moment, du CIO pour se prémunir de ça, c'est quand même d'avoir organisé, c'est une solution pragmatique, c'est-à-dire d'avoir attribué les Jeux d'été de Los Angeles en 2028 et à Brisbane en 2032, de repousser toute cette discussion pour 2036, en gros. De se dire, bon, d'ici là, on verra bien. Et d'ici là, le monde est quand même en train de changer. Et la pression sur le sujet sera peut-être pas la même. Donc, et pareil pour les Jeux Olympiques d'hiver, par ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver, ils sont virtuellement peut-être attribués jusqu'en 2040. À la France, aux États-Unis, à la Suisse et probablement au Japon. Donc ça a été vraiment la solution du CIO, qui est de repousser le problème, très clairement. Et entre-temps, on voit que vous parliez de la section droits de l'homme créée en 2018. C'était un autre mouvement. Le CIO peut demander en ce moment des choses sur les droits de l'homme au comité d'organisation, mais qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Voilà, c'est ça la question en fait. La question n'est pas pour maintenant en fait. Elle n'est plus pour maintenant. Donc voilà, ce qui est assez malin. Pour ce qui est des Coupes du Monde, ouais, c'est assez différent bien sûr, mais il y a beaucoup moins de... Voilà, au niveau des valeurs, la FIFA se positionne complètement différemment, mais aussi, et ça il faut comprendre, pour des questions de gouvernance. C'est-à-dire que la FIFA, c'est un ensemble de 206 fédérations qui ont chacune une voix. Dans ces 206 fédérations, est-ce que la majorité est vraiment intéressée par certaines questions qu'on peut soulever au niveau des droits de l'homme? Pas forcément. Et donc Gianni Infantino, le président de la FIFA, il travaille avec sa constituency. Et il l'a d'ailleurs très bien dit au Qatar, quand il fustigeait les Européens qui donnaient des leçons, l'Europe est plutôt isolée. Donc voilà, dans le rapport de force sur ces questions-là. Oui, allez-y. Bonsoir. Alors, comment revenir sur le principe de neutralité du sport? Parce que lorsqu'on observe les États comme le Rwanda qui a des partenariats avec des grands clubs ici en Europe, comme le PSG, tout en sachant que le Rwanda a l'habitude des exactions, même une guerre jusqu'à ce moment avec la RDC pour le contrôle de la région du Kivu, qui est une région riche en ressources minières. Est-ce que le comité, le CEO, ne pourrait pas avoir un poids aussi loin que cela puisse paraître sur le respect des conditions pour pouvoir participer au jeu, d'un point de vue de relations internationales, c'est-à-dire, est-ce que le fait qu'un État n'agresse pas, est-ce qu'on va permettre un État qui agresse un autre État de participer aux Jeux olympiques? On a vu encore, comme la dernière fois, lorsque la Russie a lancé son agression face à l'Ukraine le 24 février 2022. De nombreux pays se sont partis pour recruter cela, pour montrer le mécontentement face à cela. Et est-ce que dans le test du CEO, ne serait-ce
pas peut-être un avantage pour la paix, pour un avancement de la paix, de pouvoir mettre un certain nombre de critères afin de permettre aux États qui respectent ces critères de participer aux Jeux olympiques et faire une question, même si elle sera une question plutôt soft, sur les États qui se permettent de tout faire d'un point de vue hégémonique. Ben là, la question, bon, ce qu'il faut comprendre, la question des critères, elle est sans fin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du monde sportif, du mouvement sportif, et du CIO, c'est quand même la participation de tous, sans discrimination, et que, y compris le CIO, a toujours, et Thomas Bach, a toujours considéré la Russie et la Biélorussie comme une exception, et même, moi je l'ai entendu dans des réunions plutôt fermées, a toujours regretté d'avoir dû exclure, en gros. La politique, c'est d'inclure tout le monde et d'essayer de faire le maximum pour préserver ça, et sur un discours justement de neutralité. Et voilà, donc c'est pas du tout la tendance. Après, si vous rentrez là-dedans, oui, c'est sûr, mais on vous répliquera que établir des critères comme ça, c'est pas facile. L'agresseur, l'agressé, ça peut paraître clair pour certains, mais pas forcément dans les narratifs d'autres pays. Et c'est un discours sans fin. Donc ça, c'est compliqué. Après, ça n'empêche pas, effectivement, comme je disais, que certains pays aient à la fois des politiques étrangères très agressives et des politiques de diplomatie sportive assez puissantes qui permettent de contrebalancer, comme vous disiez, ouais, y compris le Rwanda. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis prie d'excuser pour le retard, donc j'espère ne pas poser la question sur ce que vous avez d'ores et déjà abordé. Mais vous avez parlé de la porosité entre le CIO et la violence du monde qui l'entoure. On sait que le CIO et les instances sportives en général ont apolitisé le sport de façon extrême jusqu'à ce que la moindre politisation, le moindre geste politique vient exacerber le discours et profite d'une tribune qui jusque-là n'aurait pas été permise sans cette apolitisation en amont de ce fait-là. Voilà, la métaphore que j'aime bien par rapport à ça, c'est un peu la nappe d'un blanc immaculé. Il suffit juste qu'il y ait une tache pour qu'on la remarque, alors que si on admet tous qu'elle est sale, bah, finalement, la tache, elle se fond parmi toutes les saletés. Sauf que là où vous avez parlé de la porosité entre le CIO et la violence du monde, c'est que comment, alors que le CIO est jusque-là la représentation des puissances mondiales, que ce soit depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, rien qu'à voir avec les pays qui ont reçu l'attribution d'organisation des Jeux Olympiques et autres instances sportives et autres événements sportifs, comme on l'a dit, plutôt les GESI. Comment est-ce qu'on peut établir des garde-fous et sanctionner ou bien accepter le message alors qu'on ne peut pas forcément tout accepter et on ne peut pas tout nier non plus. Donc comment est-ce qu'on peut permettre une tribune alors que finalement on ne peut pas la réguler ou bien la contrôler? Ça, c'est toute la question. J'aime bien votre métaphore. Il y a plusieurs points là-dessus. La première chose, c'est effectivement, je pense peut-être comme vous l'avez dit, ou comme moi je le comprends, au fond, en tout cas, moi c'est ce que je pense, la visibilité politique, elle viendra dans une compétition comme les Jeux Olympiques, si on parle des Jeux Olympiques, elle viendra par la transgression. Voilà, elle viendra par... et c'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais passé sur un sportif qui annonce qu'il va faire quelque chose, et là, il a la visibilité. Ça s'est toujours fait justement parce que la règle est transgressée, que tout le monde en parle et qu'on obtient cette visibilité. Donc voilà, ça c'est donc quelque part peut-être que les athlètes rechercheront toujours cette transgression parce que c'est ça qui va amener la visibilité. On peut élargir l'espace dans lequel, c'est d'ailleurs le joueur ukrainien, on lui a dit
à l'entraînement, à la conférence de presse, etc. etc. Mais bon, voilà, parce que c'est l'endroit de la compétition sportive qui est importante, et il y a cet aspect-là. Après, donc ça c'est une chose. Donc, peut-être qu'au fond, toute cette discussion n'est pas très importante parce que on recherchera toujours la transgression. Après, l'autre chose, l'autre élément, c'est la considération, d'ailleurs, qui avait été dit par le directeur de la communication du CIO pendant les Jeux, la peur de l'appel d'air. C'est-à-dire de dire, voilà, maintenant, si on autorise ça, allez, tout est permis, et ça, c'est bien, mais c'est parce que, bon, voilà, c'est plutôt pacifique comme message. Mais après, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Ça, c'est vrai que c'est à questionner. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des preuves que parce qu'on autorise quelque chose, d'un coup, tous les athlètes, il y a 1000 athlètes, il y a un stock de 1000 athlètes qui attendent pour faire une manifestation politique. C'est pas du tout sûr. Les athlètes, ils sont d'abord là pour faire leur compétition. Il y a quand même très très peu qui sont prêts à tout perdre, c'est-à-dire la participation aux Jeux Olympiques, la possibilité de gagner une médaille, etc., qui quand même est l'aboutissement d'une carrière, pour un geste politique. Pour ça, il faut quand même que ce geste soit fort et qu'il soit nécessaire. Donc, la question de le côté appel d'air, en tout cas, il n'y a pas de preuve de ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça pose la question de est-ce qu'il peut y avoir une mécanique qui permet d'accepter certaines choses, etc. Moi, de plus en plus, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on peut... on pourrait par exemple demander, on dit toujours, ça va gêner les autres participants, en gros, parce que d'un coup ça va attirer l'œil, la caméra sur ça. Donc on peut demander aux autres participants, demander à tous les participants, est-ce que ça vous dérange? Voilà, si ça ne dérange pas, dans ce cas-là, voilà. Il peut y avoir ce genre de choses. Il peut y avoir une commission aussi, c'est pour ça que c'est important de faire au cas par cas aussi d'un point de vue historique. Il peut y avoir une commission souveraine qui décide si oui ou non c'est aligné avec les valeurs. C'est pas impossible de définir assez précisément les valeurs de l'olympisme pour ensuite voilà. Il peut y avoir des essais qui sont faits dans les Jeux de la jeunesse, dans des Jeux régionaux, de voir comment ça se passe. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être faites autour de ça, à mon avis. Moi, je vais reposer une question. Alors, soit un exemple qui va être très, très proche, qui sont les mondiaux de football qui se passent aux États-Unis. Or, quels que soient les types de compétitions sportives, c'est toujours l'État qui accueille, qui fait jouer sa législation, en fait, d'entrée des athlètes participants. Et non pas la fédération sportive mondiale qui est supposée être l'organisateur, en fait, de la coupe. Autrement dit, là, en l'occurrence, je précise mon interrogation, c'est les États-Unis peuvent très bien refuser d'accorder le visa à certains athlètes, et on pense évidemment immédiatement à l'Iran, aux athlètes iraniens. On peut penser éventuellement à des athlètes libanais, si on estime qu'ils sont proches, par exemple, du Hezbollah, je dis n'importe quoi, ou certains pourraient, alors pas dans le cas des États-Unis, mais si par exemple ça avait été dans un pays du Golfe à l'époque, au moment des JO du Qatar, de refuser d'accorder le visa, par exemple, aux athlètes israéliens. Je vais me permettre de rebondir, parce que j'ai une question qui va dans le même sens. Est-ce que finalement, les États n'ont pas un rôle aussi dans le fait que le sport ne soit pas, autant qu'il pourrait l'être, un acteur de la paix, parce qu'eux-mêmes, finalement, beaucoup d'États cherchent à projeter leur puissance aussi à travers leurs résultats sportifs. On sait... Et c'était notamment l'objet de certains articles parus dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, que voilà, c'est un véritable enjeu pour certains États d'avoir de très bons résultats, d'aligner les médailles aux Jeux Olympiques. On sait que voilà,
Pour donner un autre exemple, il me semble qu'il y a assez récemment encore, hein, la Russie voulait initier des jeux des BRICS. Ah, voilà, donc est-ce que finalement les États ne peuvent pas aussi, d'une certaine manière, n'ont pas aussi leur responsabilité dans, alors soit de manière directe, comme l'évoquait Sylvie, soit de manière plus générale, parce qu'en finalement, il y a des enjeux de puissance en réalité. Et on revient au rapport de force traditionnel entre États. Mais est-ce que ça c'est incompatible avec... c'est pas, oui. Là-dessus, oui, c'est vrai que les États ont leurs responsabilités, ils accueillent un événement où ils participent et ils vont mesurer leur puissance respective via un tableau de médailles. Pas tous d'ailleurs, hein, mais certains. Donc, est-ce que ça empêche aussi de poursuivre d'autres objectifs, justement, parce que là, c'est un objectif relativement pacifique. Moi, je ne suis pas certain. Je pense que plutôt la question, effectivement, la question sur l'objectif d'un État en termes d'utilisation du sport ou de potentiel, elle est autour de l'accueil. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que accueillir le monde entier, c'est aussi un événement diplomatique? Est-ce que c'est que du rayonnement, que du commerce, que de l'entertainment, que du soft power, ou world d'ailleurs? Ou est-ce que c'est aussi un événement diplomatique qui permet d'en faire autre chose? Bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire que peut-être il y a plus à faire, il pourrait y avoir un objectif. Voilà, si un État décide de profiter que les chefs d'État de je ne sais pas qui sont là aussi pour la cérémonie et d'en faire quelque chose de diplomatique, il pourrait le faire. Je pense que c'est plus à ce niveau-là. Mais, et après, et de manière plus générale d'ailleurs, enfin, la course aux médailles, ça peut être un substitut à la guerre. Donc, quelque part, bon, on n'y croit pas trop. Mais sur les visas, c'est intéressant parce que ils pourraient, mais ils ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire, le coût, un État ou une ville décide d'organiser un événement et on lui attribue l'événement. Le risque vis-à-vis de l'institution sportive de refuser des visas est énorme. C'est la suspension, c'est l'annulation de l'événement, c'est quelque chose de... Voilà. Ça n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé pour les Jeux Olympiques. C'est arrivé une fois l'année dernière avec l'Indonésie qui organisait des Jeux, je ne sais plus ce que c'était, et qui a refusé des visas à Israël. L'événement a été annulé et le Comité national olympique indonésien a suspendu et il y a eu une circulaire qui a été faite que l'Indonésie n'a plus le droit d'organiser aucun événement sportif international. C'est la seule fois où ça a eu lieu. Je ne pense pas que les États-Unis vont jouer avec les visas. Ils savent que sur l'intégrité de la compétition, et d'ailleurs Trump a jamais dit qu'il n'accorderait pas des visas à des sportifs ou des entraîneurs. Il l'a jamais dit et il a très clairement intégré, et d'ailleurs c'est peut-être dans les deals qu'il a avec la FIFA ou quoi, que ça ne se fera pas. C'est tout un truc. La France aurait pu ne pas donner de visa aux Russes et Biélorusses qui sont venus à Paris. Elle aurait pu prendre une position. Elle ne l'a pas fait. Elle a laissé la souveraineté au CIO et aux fédérations pour décider qui participe. C'est le mouvement sportif qui décide qui participe. Et pour le moment, tous les États ont respecté cette décision. Et honnêtement, je pense que de ce point de vue-là, ça ne changera pas. En réalité, les athlètes, les supporters, c'est une autre chose, mais les athlètes, les entraîneurs, etc., la question de leur accès sur le territoire, ça n'a jamais vraiment été un sujet, ça aurait pu, mais ça... Cette souveraineté du CIO, est-ce qu'elle peut vraiment perdurer, sachant que c'est un événement commercial qui dépend de sponsors, qui dépend d'États qui acceptent effectivement de financer les Jeux? Les sponsors, on a Alibaba qui, je crois, a mis 1,6 milliard de dollars sur la table et effectivement qui a réussi à détourner certaines règles qui étaient ancrées au CIO depuis un certain moment. Est-ce que c'est vraiment viable à partir du moment où c'est commercial et qu'il y a des stakeholders qui font vivre? La souveraineté, moi, c'est une grille de lecture que je propose pour essayer de comprendre ce que le CIO essaie de faire, c'est-à-dire creuser l'espace de son indépendance pour organiser le sport mondial.
Comment il le fait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dépendant lui-même de certaines choses, et notamment de tous ces sponsors privés qui financent le tiers, plutôt la moitié, je pense, du CIO. Donc oui, il prend des décisions en fonction de ça. En fait, qu'est-ce qui guide le CIO? Oui, les partenaires privés, beaucoup, ça c'est sûr. Jusqu'à quel point le CIO n'est plus le CIO, c'est juste un vecteur d'intérêt privé, ça, après, bon, bah, il faut en juger. Oui, on va prendre une dernière question, allez-y. J'avais une question sur le temps du sport, avec le contexte d'ultra-libéralisation et ultra-marchandisation du sport ou bien même du produit sportif. Est-ce qu'on ne va pas avoir une baisse d'efficacité du sport diplomatique, dans le sens où on est dans un monde maintenant où il y a du sport partout et il y a des GSI partout, dans le sens où, peut-être pas au niveau du CIO, des Jeux Olympiques, où vraiment tous les 4 ans, GODP, mais plutôt par exemple au niveau du football, on a des compétitions qui s'ajoutent, on a du temps d'écran qui s'ajoute et qui perd en puissance, dans le sens où on a déjà moins d'intérêt au niveau du direct, plus au niveau des différés, au niveau des réseaux sociaux, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, est-ce que petit à petit, on va avoir un désagrégement du sport diplomatique, en tout cas de la puissance politique du sport, à travers le désintérêt de la chose sportive de manière internationale ou bien continentale, voire nationale, mais plutôt une pratique individuelle qui justement ne permettrait pas de la coopération? Ouais, après, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a tous ces événements, c'est parce que l'intérêt augmente? Et puis, que si l'intérêt diminue, il y en aura moins. On ne va pas atteindre un plafond de verre et un essoufflement justement du fait qu'on a une offre qui va dépasser la demande au bout d'un moment. Oui, je sais pas. Je pense que ça peut s'autoréguler et que la diplomatie sportive prend énormément de forme aussi. On n'est pas que dans la diplomatie sportive, c'est pas que l'organisation des grands événements, c'est la relation avec les athlètes, c'est les aspects commerciaux, c'est aussi l'aide au développement. Donc, au fur et à mesure que le monde sportif évolue, la diplomatie sportive a déjà beaucoup évolué. Elle est beaucoup moins tournée autour des quelques grandes compétitions et des quelques athlètes. Elle prend énormément de forme. Donc j'imagine qu'elle en prendra beaucoup de temps. Après, est-ce que vous croyez, je ne sais pas, après c'est un essoufflement. On parle d'un phénomène commercial, donc s'il s'essouffle, il diminuera de lui-même, j'imagine. Eh bien, écoutez, un grand merci Vincent pour ta présentation. Merci à toutes et tous de votre présence. Alors, je profite de la présence d'Ayoub, notre ancien étudiant, pour indiquer, donc pour rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un colloque au Sénat lundi après-midi sur la diplomatie sportive. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lui poser des questions. Il vous indiquera comment s'inscrire. Et puis, de notre côté, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition des soirées du politique, donc l'année universitaire prochaine. Et en attendant, vous souhaite à tous et toutes et tous une très bonne soirée. Au revoir.